Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue sur la télévision républicaine Camdis. Ce soir, l'émission Tribune présidentielle ouvre ses portes et ce soir, pour la première sortie, nous avons nos invités sur le plateau. Mais l'invité prestige, comme il faut le préciser, c'est Olivier Billet, professeur Olivier Billet. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir à vous, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir, Pierre-Bernard Coignet, d'être votre invité ce soir. Je crois que c'est une invitation sur laquelle nous avons travaillé pendant quelques jours. Et je pense effectivement que dans le cadre de la grande discussion nationale autour de la présidentielle, il est effectivement important que les acteurs et leaders politiques soient présents sur vos plateaux afin de présenter leur vision, afin de rassurer les Camerounais sur les projets qu'ils ont pour eux. Voilà, c'est bien la raison pour laquelle j'ai répondu présent à cet appel. D'où l'initiative du président directeur général de Camdis Télévision, bien évidemment avec ses proches collaborateurs, l'initiative de cette émission pour accompagner bien évidemment la présidentielle de 2025. Également sur le plateau, Simon Métégué pour la deuxième partie de l'émission dans le sens de faire la contradiction. Simon, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Bernard, c'est un grand plaisir pour nous d'être à Camdis TV. Bonsoir à tous les millions de téléspectateurs, surtout aux nouveaux patrons politiques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le centre de Gilbert Tchimou Patriarche. Qui a pris fonction il y a quelques heures, oui. Avec ses collaborateurs, le ministre Djimbois, comme patron dans le département du Foundi, le ministre Kasson Linde Somba dans la Moufou et à Konan, et le maire Mba Mayo dans l'Union Essou. Chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, Simon vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il doit certainement refaire surface dans quelques minutes dans la deuxième partie de l'émission. On vous accueille avec cette première question. Olivier Billet, comment se portent les libérateurs? Écoutez, les libérateurs se portent très bien. L'ATP aussi. L'Alliance pour une transition pacifique, dont font partie les libérateurs, comme vous le savez. Et donc, nous sommes à pied d'œuvre relativement à tous les sujets que vous pouvez imaginer comme nous préoccupant dans la période actuelle. Nous travaillons. Nous sommes d'ailleurs actuellement sur le point de présenter au peuple du Cameroun le livre-programme illustré qui a été produit pour être cette espèce de support qui va porter véritablement la vision originale et très particulière des libérateurs pour le Cameroun de demain. L'Alliance pour la transition politique au Cameroun garde encore ses règles de noblesse. L'initiative reste intacte. Écoutez, l'initiative reste intacte, même si, comme vous le savez, elle est passée par un certain nombre de crises internes qui, effectivement, je dirais, relativement fragilisé cette organisation, qui était quand même, il faut bien le dire, partie d'un très bon sentiment, comme tous les Camerounais le savent. La préoccupation de nos concitoyens qui a consisté à nous dire: écoutez, vous avez en face de vous une organisation qui a organisé une sorte de démocrature, pour ainsi dire, et une organisation qui est en état de surobésité et qui, au fond, refuse obstinément de mettre en œuvre une démocratie digne de ce nom dans le pays. Le seul moyen que vous avez je dirais, d'inverser la tendance est celui-là qui consiste à mutualiser vos capacités, à vous mettre ensemble afin d'envisager une victoire lors d'une élection majeure comme l'élection présidentielle. Et c'est bien la raison pour laquelle, à partir des années 2020, j'avais engagé le projet de transition politique au Cameroun, qui en 2024, début 2024, lorsque le projet a été de manière plus opérationnelle remis sur le métier, eh bien, est devenu le projet d'Alliance pour une transition pacifique. Et nous avons donc commencé le travail avec un certain nombre de camarades. Et ce travail s'est poursuivi
pendant un certain nombre de mois, jusqu'à la production de ce que nous avons appelé le manifeste pour une transition pacifique, document absolument extraordinaire présentant la vision, n'est-ce pas, de cette plateforme. Simplement, et comme je le disais déjà, la psychoculture ambiante au Cameroun, la culture des acteurs, qui n'est pas toujours une culture qui promeut, je dirais, la solidarité, le travail commun, l'intérêt supérieur du peuple du Cameroun, les égoïsmes même, pour ainsi dire, hein, les individualismes des uns et des autres, la fameuse politique du ventre, eh bien, a conduit beaucoup de ces camarades-là à trahir les idéaux de l'ATP. Mais il est resté, en réalité, une très bonne brochette d'acteurs, une brochette suffisante d'acteurs politiques qui poursuit le travail et qui envisage évidemment d'organiser ce que nous avons appelé la primaire ouverte et digitale. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le projet serait attaqué par certains des vôtres, c'est-à-dire dans le milieu attaqué? C'est ce que je vous dis. Et il fallait encore une culture pour éviter qu'à tout moment où on a l'impression que les choses se mettent en place pour l'unité et finalement le projet se perd en conjecture. Mais vous savez, lorsque vous prenez le train entre Douala et Yaoundé, ou bien entre Yaoundé et Ngaoundéré, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de passagers qui descendent du train dans les différentes gares, n'est-ce pas? C'est un peu ça que nous avons connu en réalité. C'est-à-dire que sur le chemin, sur la voie ferrée Yaoundé-Ngaoundéré, nous avons effectivement, en raison évidemment des conflits, comme je vous le disais, qui se sont déclenchés ici et là, un certain nombre d'acteurs qui faisaient partie de la plateforme. Vous l'avez entendu dans l'actualité politique du pays, de manière régulière, mais il reste que le train est arrivé à bon port, en Ngaoundéré, avec effectivement un volume suffisant, une masse critique d'acteurs qui nous permet de poursuivre nos objectifs de la manière la plus sereine qui soit. Quittons un tout petit peu le projet pour parler de la transition politique, de la transition au Cameroun. Est-ce que vous entrevoyez une transition pacifique dans notre pays? Avant de répondre à cette question, je précise simplement que dans le cas de l'ATP, nous allons avoir la primaire ouverte et digitale qui va se passer à travers des moyens électroniques. C'est-à-dire que les Camerounais vont pouvoir s'enrôler et pouvoir voter, choisir le candidat qui sera celui de l'ATP. C'est les Camerounais eux-mêmes, hein? Ce n'est pas un groupe isolé quelque part. Donc le projet est effectivement en chemin, et l'application et le site web sont déjà achevés et ils sont déjà quasiment opérationnels. Maintenant, pour répondre à votre question, sur la transition, si j'ai bien compris votre question, j'ai envie de vous dire que oui, la transition au Cameroun se révèle absolument indispensable. Elle se révèle indispensable, pourquoi? Et elle se fera nécessairement au Cameroun. Il va y avoir une transition pacifique. Pourquoi? Parce que, hélas, depuis, je dirais, plus de 35 ans, depuis le début des processus de démocratisation, chacun a pu constater que le Cameroun est confronté à une situation où ces institutions sont de très mauvaise qualité. C'est-à-dire que vous avez un Cameroun qui est gouverné par un système de parti-État, qui est un système en réalité dans lequel le parti au pouvoir, depuis 35 ans, s'est arrogé les ressources humaines de l'État, les ressources les plus essentielles, les ressources financières de l'État, 7508 milliards de francs CFA, sont entre les mains de cette organisation. Les ressources matérielles de l'État sont entre les mains d'une seule et même organisation, qui évidemment a caporalisé l'ensemble de l'administration et de la bureaucratie du pays, mais qui ne s'est pas contenté de ça, mais qui tient en fait le pays, qui tient les hommes d'affaires, qui tient les chefs traditionnels, qui tient les... etc. Donc, ce n'est pas un modèle de démocratie en réalité. C'est pour vous dire que lorsque vous avez une structure qui est de mauvaise qualité, il faut nécessairement trouver le moyen de la corriger. Donc, la transition que nous appelons de tous nos voeux et qui aura lieu dans les prochains temps, eh bien, est aussi... Vous le dites avec certitude? Oui, avec certitude. C'est-à-dire que cette transition a pour objet, en réalité, de corriger les défauts de fabrication, les aberrations,
les dysfonctionnements qui sont extrêmement nombreux sur la terre du Cameroun et qui, effectivement, vont permettre, vraiment sur le plan des institutions, sur le fonctionnement des institutions, sur le fonctionnement de la démocratie, du système démocratique, sur le plan du fonctionnement même de l'État. Il est évident que nous avons impérieusement besoin de cette transition-là, qui va permettre qu'au sortir de cette affaire, eh bien, les acteurs politiques qui demeureront pourront entrer en compétition de la manière la plus équilibrée et la plus convenable qui soit. Voilà. Alors, professeur, nous ne sommes pas encore dans la campagne. Oui. Est-ce que vous ne le dites pas parce que vous avez des ambitions politiques? Pour être plus sérieux et simple pour parler des institutions de notre pays? Non, vous savez, moi je le dis parce que j'ai effectivement une ambition, j'ai de l'ambition pour mon pays. Et ma conviction est que mon pays, qui aujourd'hui a une situation extrêmement dégradée, le Cameroun est en situation de recul par rapport à ce qu'il était il y a 35-40 ans. Je veux dire, du point de vue des principaux indicateurs socio-économiques. Hein. Le Cameroun est un pays qui est en recul, qui est entré dans un processus de recul permanent. Et mais professeur, avec tout ce que nous voyons sur le plan éducatif, sur le plan scolaire, sanitaire, les infrastructures et autres. Mais allez dire ça aux Camerounais qui au quotidien doivent affronter les poubelles, pas seulement dans les marchés, mais dans tous nos quartiers, qui doivent de manière absolument récurrente braver les nids de poules sur des routes qui sont dans un état de délabrement absolu, alors que nous sommes en 2025, aujourd'hui en plein 21e siècle. Donc, vraiment, il faut bien comprendre que nous ne parlons pas de transition parce que nous voulons simplement utiliser un effet de parole, non. C'est précisément parce que, vous savez, lorsqu'un immeuble est penché, se révèle penché parce qu'il a des défauts de fabrication, qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas demander aux gens d'aller habiter dans un immeuble, dans des appartements, un immeuble penché. Il faut trouver le moyen de faire exploser cet immeuble de manière à pouvoir élever au-dessus de cet espace un immeuble qui lui sera droit et qui permettra aux populations d'y vivre de manière sécurisée. Alors, professeur, c'est peut-être des questions qu'on connaissait déjà sur le plan scolaire. Vous le maîtrisez peut-être mieux que nous autres après l'obtention de votre baccalauréat. Il n'y avait pas autant d'universités au Cameroun, on l'évoque quotidiennement. Aujourd'hui, chaque région et même des départements ont des universités. Il fallait parcourir des centaines de kilomètres pour faire l'école. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a des hôpitaux de référence. Lorsque vous évoquiez les infrastructures de notre pays avec, peut-être permettez le mot, avec un peu de légèreté, c'est comme si vous voulez mettre tout à côté. Non, non. Vous savez, moi je voudrais vraiment vous dire avec gravité que je ne suis pas quelqu'un qui met l'accent sur des variables. Ce n'est pas le quantitatif qui importe. Le quantitatif n'importe pas. Parce qu'en réalité, quand vous regardez la population du Cameroun n'a pas cessé de croître. Oui, les années que vous évoquez sont des années au cours desquelles nous n'avions pas ce volume démographique-là. Il y a eu effectivement, de manière régulière, sur la base d'un taux de croissance démographique d'à peu près 3% par an, une évolution de la population qui aujourd'hui nous amène vers, je dirais, une population de l'ordre d'à peu près 30 millions d'habitants. Ce qui n'était pas le cas il y a 35-40 ans. Vous comprenez cela? Et quand la population croît, il y a si vous voulez, des espèces de phénomènes presque mécaniques, presque automatiques et naturels qui se créent. Il est normal que cette croissance-là ait donné elle-même lieu à la multiplication d'un certain nombre de structures de la part de l'État. C'est tout à fait normal. Mais mon problème, c'est sur le qualitatif. La qualité des hôpitaux que vous évoquez, la qualité des écoles, des universités que vous évoquez, etc., elle est extrêmement discutable. Elle est véritablement problématique. Vous comprenez cela? Le réseau routier, par exemple, il n'était pas à 125 000 km de route il y a 35-40 ans. Mais aujourd'hui, il est à ce niveau-là. Mais quelle route? Pour quelle route? Je crois qu'il y a quand même des sujets sur lesquels on ne devrait même pas discuter. Et que discuter sur ces sujets, serait tout simplement faire preuve de démagogie, parce que la vie
des Camerounais au quotidien nous expose un environnement qui est quand même un environnement de grande indigence infrastructurelle. De très grande indigence infrastructurelle. Tout ça parce que, et il y a des explications à cela. Ce n'est pas seulement la gouvernance qui est mauvaise, c'est précisément parce que, vous savez, on a un régime qui a travaillé sur la base souvent d'un certain nombre de théories qui étaient fausses. Sur les infrastructures, par exemple, la théorie des infrastructures ces équipes du pouvoir qui ont rédigé le DSCE, la vision 2035, ils sont partis sur la base d'une hypothèse qui elle-même était fausse. Dans le domaine scientifique, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Et là, moi, je le dis de la manière la plus sereine qui est, et je veux que ces acteurs-là viennent pour qu'on en discute. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'au fond, le pays va très mal. C'est une formule triviale que les gens utilisent. Oui, parce que l'eau, l'électricité, la route, l'école, l'hôpital, le transport, comment on va dire ça, l'environnement même d'une manière générale, etc., dit quand même sont que abîmés. Que le pays va très mal serait peut-être... Non, le pays pas peut-être exagéré. Non, vraiment, le pays va très mal. Il se porte extrêmement mal. On pourrait peut-être, si vous voulez, aller point par point, on verra comment. Alors, professeur, il y a aussi cet aspect de choses à l'approche des élections. Peut-être comme les années antérieures, on remarque la montée en puissance du tribalisme dans notre pays. Qu'est-ce qui explique cette montée en puissance? Écoutez, le tribalisme est aussi un de ces éléments qui attestent de la, comment on va dire ça, du délabrement, cette fois moral et mental de notre environnement camerounais. C'est-à-dire que vous êtes en présence aujourd'hui d'un phénomène qui a installé, si vous voulez, une sorte de désamour profond entre les Camerounais. Et un phénomène auquel il faudra, évidemment, j'espère qu'on va évoquer les solutions à ce phénomène-là. Parce que nous, en tout cas, nous, les libérateurs, nous avons développé une réflexion très profonde sur tous ces sujets. Mais il est certain que le pouvoir, le régime qui est aux commandes depuis 43 ans, mais pour ne pas dire depuis 65 ans, parce qu'il y a en réalité une continuité entre le système UNC et le système RDPC, eh bien, c'est un système qui, au fond, parce qu'il a un fondement qui est purement néocolonial, et vous devez savoir que le pouvoir néocolonial, lui, il avait quelle visée? Sa visée était de diviser pour régner. Vous avez le sentiment que cette montée en puissance du tribalisme au Cameroun, c'est le pouvoir, c'est le système en place? Ben, écoutez, clairement oui. Mais ce n'est pas seulement le pouvoir. Je vous dis simplement que pour moi, du point de vue de l'analyse, c'est un problème qui est profond, qui vient de loin, qui a commencé avec la division du Cameroun selon la logique du diviser pour régner. C'est-à-dire que le maître colonial d'hier, un peu comme au Rwanda, a travaillé pour mettre en place une mécanique qui allait créer de la division entre les Camerounais. Et ceux qui disent qu'ils ont remplacé les Blancs sont simplement venus perpétuer ce phénomène. Je suis de ceux qui vous disent aussi que ce n'est pas seulement l'affaire de ceux qui sont au pouvoir actuellement. Parce que même beaucoup de nos collègues dans l'opposition se sont emparés des leviers du tribalisme. Bien évidemment, je voudrais vous lancer sur la question. Quand vous parlez du système, d'aucuns expliquent en tout cas que ce sont certains leaders des partis de l'opposition qui poussent davantage pour distraire les Camerounais. Non, pas seulement. En réalité, si vous voulez, il y a au Cameroun, je vous le dirais, il y a à peu près, du point de vue politique, je dirais, deux types d'acteurs. Il y a les acteurs qui appartiennent, je dirais, idéologiquement et doctrinalement, matriciellement, au système néocolonial. Et puis, il y a une autre catégorie d'acteurs qui sont plutôt de la lignée de ce qu'on a appelé les nationalistes, Ruben Umyobe, Wanje, Osende Afana, etc. Ceux-là étaient beaucoup plus dans la logique de l'agrégation des Camerounais et de la mise en commun des enfants du Cameroun de manière tout à fait sans les divisions que l'on connaît. Mais les partis politiques du système néocolonial, qu'ils soient du pouvoir RDPC ou de l'opposition, parce qu'il y a des partis d'opposition qui, hélas, font partie du système néocolonial, matriciellement et logiciellement, eh bien, c'est eux qui perpétuent cette conception, je dirais,
néocoloniale, cette conception tribaliste de la politique, et qui s'appuie sur des leviers, sur des viviers tribaux et villageois pour construire leur espèce de position politique. Voilà, donc c'est ça qu'il faut que les Camerounais comprennent véritablement. Est-ce que le tribalisme peut être un atout pour l'homme politique? C'est-à-dire mettre en œuvre, encourager le tribalisme? Oui, mais bien sûr, il y a des acteurs politiques qui se nourrissent du tribalisme, qui s'alimentent du tribalisme. Je vous le dis. Il ne m'appartient pas de les nommer ici, mais je crois que les Camerounais sont suffisamment... Je vous ai dit, que ce soit dans le camp du pouvoir ou dans le camp de l'opposition, il y a des formations politiques qui se nourrissent, qui s'alimentent du tribalisme, très clairement. Et puis, on évolue avec les solutions, comment en finir avec cette montée en puissance. Oh oui, écoutez, pour finir avec cette gangrène, M. Coignet, cette gangrène-là, ça ne va pas être facile. Mais il me semble qu'il faut faire preuve. C'est là où il faut, je dirais, mobiliser ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie politique, qui manque tant au régime, qui est d'ailleurs, évidemment, à bout de souffle, et qui a montré tout ce qu'il pouvait. Hein. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient jusqu'ici. C'est très bien. Mais à l'évidence... alors, on pourrait citer dans le répertoire des propositions pouvant agir dans ce registre-là. Je pense honnêtement que il va être important au niveau pour le Cameroun de demain de véritablement promouvoir ce qu'on appelle un esprit républicain. Un esprit républicain, ce n'est pas ce que les gens pensent souvent. Les gens pensent que avoir une conception républicaine des choses, c'est avoir une conception qui fait que vous soyez proche du pouvoir ou bien que vous respectiez le pouvoir. Non, c'est pas ça. La République, c'est pas ça. La promotion de la République, c'est la promotion d'un environnement où véritablement les premières valeurs, où on se considère d'abord comme Camerounais avant de se concevoir comme étant issu de telle tribu ou de tel village. Vous voyez? Et maintenant, pour que cette République-là soit promue de manière plus puissante, nous pensons qu'il va falloir mettre à profit des outils tels que un service militaire et citoyen obligatoire pour nos jeunes. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, n'est-ce pas? À partir d'un certain âge, nous allons demander mettre en place un mécanisme qui fasse que nos jeunes, après le probatoire par exemple, eh bien, puissent passer leurs vacances dans des camps, n'est-ce pas? Dans des camps militaires, avec des militaires où ils vont recevoir, si vous voulez, un certain nombre d'éléments de formation citoyenne et civique, mais aussi on va leur montrer comment est-ce qu'on se solidarise lorsqu'on veut faire nation dans un pays. Et imaginez les enfants du Cameroun se retrouvant comme ça pendant 3 mois, parce que les vacances chez nous, c'est à peu près dans ce timing-là. On pourrait même les prendre. Enfin, il faudra bien décider. Ça pourrait être après le probatoire ou bien après le bac. Mais bien sûr, pour ceux qui n'ont pas le bac, on pourrait fixer simplement l'échéance sur un âge autour de 18 ans, que les enfants chez nous, 17-18 ans, se retrouvent pour faire leur service militaire et citoyen. Mais peut-être la mesure la plus emblématique et peut-être la plus puissante que nous préconisons pour vaincre le tribalisme au Cameroun, c'est, vous savez, que l'État-nation, l'appartenance à l'État-nation, le sentiment de faire pays est quelque chose qui est généralement très puissant dans les pays où il y a un socle linguistique et culturel commun. Et donc, nous voulons instaurer au Cameroun une langue camerounaise de synthèse qui va s'appeler le camerto. C'est une langue qui sera forgée. Alors moi, je le dis... Et le processus pour finalement obtenir ou alors mettre sur pied cette langue, comment est-ce que vous préconisez évoluer? Non, mais le processus n'est pas compliqué, hein, Pierre-Bernard Coignet. Moi, aussitôt en situation, je ferai asseoir un comité d'experts, vraiment avec des acteurs les plus pointus dans le domaine. Quand vous parlez des experts, oui, c'est-à-dire des linguistes, oui, spécialistes des sciences du langage. Je vais mobiliser des sociologues, des anthropologues, des communicologues. Nous allons mobiliser même des juristes aussi, parce que c'est quand même des sujets sur lesquels il faut également de bonnes bases juridiques, mais surtout des informaticiens, pour le côté logiciel du projet. Vous savez, aujourd'hui, il existe
des experts qui vous traduisent la Bible dans toutes nos langues, là. À la CID, par exemple, vous savez, c'est extrêmement, ce n'est plus compliqué. Avec la révolution numérique, il est possible aujourd'hui de faire des choses qui soient absolument extraordinaires. Donc, le but, c'est quoi? C'est que, comme au Sénégal avec le Wolof, comme au Mali avec le Bambara, qu'au Cameroun, nous ayons le Kamerto, qui soit donc cette langue-là, qui va permettre aux Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de pouvoir communiquer entre eux. Et comme vous le savez, lorsque au Sénégal, par exemple, le peuple décide de débarquer un chef d'État, je peux vous assurer que les freins qui existent au Cameroun, où les uns vont vous dire que non, nous on est Beti, nous on est Bamileke, nous on est Fulbe, nous on est Kirdi, nous on est Bakossi, etc. Eh bien, que ces freins-là n'existent pas dans ces pays-là. Pourquoi? Parce que la langue commune et unique qui prévaut permet aux gens de se concevoir comme dans la République véritablement. Et que quand il y a, si vous voulez, une situation d'urgence qui engage le pays, eh bien les gens peuvent parler d'une même voix parce qu'ils parlent globalement la même langue. Et si vous observez la plupart des pays sérieux du monde aujourd'hui, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, tous ces pays-là, eh bien, ont pour ciment et socle unificateur la langue commune. Et donc, que ce soit en Corée, que ce soit au Japon, que ce soit en Chine, que ce soit vraiment à Taïwan, en Malaisie, vraiment que ce soit en Europe, dans tous les pays qu'on connaît, vous voyez bien que chaque pays se détermine sur la base d'une langue qui lui appartient. Donc, dans notre cas, la langue sera cet outil qui permettra aux Camerounais de pouvoir se socialiser différemment et se solidariser de manière plus puissante, je le crois, pour les prochaines années. Le professeur Olivier Billet, d'aucuns ont soupçonné que vous étiez très proche du RDPC. Est-ce que vous avez une relation particulière avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Vous savez, Pierre Bernard Koyen, moi je suis quand même en politique au Cameroun depuis... je crois que, vous savez, il y a au Cameroun ce qu'on appelle la mauvaise foi, ou bien l'esprit tribaliste précisément, qui prévaut en politique, qui a parfois, je dirais, poussé les gens à avoir ce genre de réflexion. Mais moi, je dis toujours aux gens, je leur rappelle que à mon retour au Cameroun dans les années 95, la première formation politique dans laquelle je me suis engagé s'appelle l'Union des populations africaines, dont j'étais le secrétaire général aux côtés d'un certain Hubert Kamgang, paix à son âme, le panafricaniste, bien connu du Cameroun, de tous les Camerounais. Et donc, vous savez ce que c'est qu'un panafricaniste, un nationaliste panafricaniste. Moi, je suis un souverainiste panafricaniste. Sur le plan idéologique et doctrinal, il n'y a strictement aucun rapport entre le RDPC ou entre quelque autre parti politique et moi. La conception qui est la mienne est vraiment une conception qui est aux antipodes de ce que le RDPC. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce sont des attaques peut-être pour vous déstabiliser dans votre engagement, dans votre détermination? C'est certain, c'est certain. Je pense qu'il y a également un peu d'ignorance, si vous voulez aussi. Parce que les gens ont tendance, si vous voulez, à associer les gens à des courants politiques en fonction de leurs origines, n'est-ce pas, ethniques. Bon, moi je suis un citoyen du monde qui a vraiment qui a vécu un peu partout à travers le monde, qui ne conçoit pas la vie de manière villageoise et qui considère que il faut juger un homme politique sur la base de ses convictions idéologiques, sur la base de ses convictions doctrinales. C'est vrai que ce sont des critères qui ne sont pas encore véritablement mis en place au Cameroun, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, Pierre Bernard Koyen, j'insiste sur la question de la transition aussi. C'est-à-dire que voilà le Cameroun qui s'engage dans un processus de démocratisation en 90, mais tous les acteurs en présence sont, j'ai envie de dire, malheureusement ignorants de ce qu'est la démocratie. Ils sont ignorants pourquoi? Parce que, au fond, ils ont laissé promouvoir une sorte de démocratie villageoise où les formations politiques allaient se créer sur la base des origines tribales et départementales des différents dirigeants. Et donc, ce n'est pas comme ça qu'on bâtit une démocratie. On bâtit une démocratie en mettant en place un cadre dans lequel, eh bien, les gens se définissent sur le plan politique en termes de courant de pensée. Et je suis ce dirigeant de demain qui viendra également reconfigurer la scène politique camerounaise pour que, eh bien, les acteurs en présence
puisse se déterminer sur la base des courants de pensée, des familles de pensée, des courants d'opinion que nous allons leur proposer le moment venu. Au lendemain des élections, on parle de la présidentielle prochaine, le professeur Olivier Billet est président de la République. Mais avant cela, qu'est-ce que vous proposez? C'est vrai que le package arrive, mais aujourd'hui, on vous pose la question, qu'est-ce que Olivier Billet propose aux Camerounais? Sur quel plan? Dans les perspectives, dans les perspectives de cette présidentielle. Oui, non, mais Olivier Billet propose aux Camerounais une vision originale, une vision positivement transformatrice qui s'appelle la vision du miracle camerounais. Là, je vous donne un peu l'exclusivité de mon livre à paraître dans les prochains jours. Le miracle camerounais, c'est un concept de science économique consacré, mais c'est aussi un concept qui a une dimension évidemment spirituelle, comme vous pouvez l'imaginer. Olivier Billet demeure le foyiste politique que tout le monde connaît. Et donc c'est une perspective, j'ai envie de dire, de transformation du pays qui est absolument exponentielle. Il s'agit en réalité de faire du Cameroun un véritable scandale de modernité, dans tous les domaines. Dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'école, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine, comment on va le dire ça, dans le domaine des transports, qu'ils soient terrestres, qu'ils soient ferroviaires ou qu'ils soient aéroportuaires ou portuaires. C'est une vision de totale transfiguration du Cameroun. C'est une vision d'un pays dans lequel, en réalité, le travail, puisque en réalité l'un des problèmes majeurs que nous avons au Cameroun, c'est le problème du sous-emploi. Sous-emploi, les Camerounais n'ont pas de boulot. Le plein emploi que je préconise, à travers la mise en œuvre des politiques keynésiennes de plein emploi, est aussi cet élément de révolution qui aura lieu dans le cadre de ce magistère nouveau qui va se présenter à l'ère post-renouveau, bien évidemment. Et donc, s'il faut aller dans le détail, je pourrais évidemment répondre à la question naturellement. Dans les détails certainement lors de notre prochaine rencontre. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à ce programme Tribune présidentielle sur la télévision républicaine, parole aux hommes politiques. Nous allons prendre une légère transition et nous reviendrons sur le plateau pour la suite de l'émission. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, c'est la deuxième partie de l'émission. Peut-être un mot avant? Oui, un mot qui me paraît extrêmement important, si vous le permettez. Oui, allez-y. Vous savez, j'ai besoin de dire aux Camerounais, à mes concitoyens, que ils auront en face d'eux demain beaucoup d'acteurs. Les anciens sont connus, il y aura peut-être de nouveaux acteurs, qui viendront sans doute avec des propositions, etc., etc. Mais pour ce qui me concerne, parce que je parle pour moi, j'ai envie de leur dire que une vision politique novatrice et de transformation ne peut pas se faire si elle ne part pas d'un diagnostic pertinent, un peu comme un médecin, si vous voulez. Quand vous allez à l'hôpital, le médecin va vous soumettre à un certain nombre d'examens avant de proposer un médicament pour guérir votre maladie, pour soigner votre maladie. En ce qui nous concerne, les libérateurs, eh bien, je viens pour le compte de cette organisation politique avec quelque chose de très puissant qui réside dans le constat selon lequel, du point de vue du diagnostic, du mal camerounais, je dis que le Cameroun est confronté à un redoutable problème d'altération de la qualité morale et mentale de l'homme. Le mindset est considérablement abîmé. Et vous ne pouvez rien faire pour le pays si véritablement vous n'avez pas un programme, une vision même, si vous voulez, de résolution de ce problème moral et de mindset, fondamentalement. Et donc, le problème est à la fois spirituel, il est culturel, il est mentalitaire, il est etc. etc. Donc, le défi qui nous interpelle, je vous ai parlé tout à l'heure du service militaire obligatoire, ça c'est pour les jeunes. Mais je vous ai parlé également de l'affaire de la langue. Ça, c'est autant d'éléments qui ont été conçus pour adresser, si vous voulez, ce problème moral et mental. Mais il y a évidemment toute une batterie de propositions
Parce que l'ouvrage qui est annoncé, c'est un ouvrage qui comporte 150 mesures. Et dans ces 150 mesures, il y a le tiers quasiment qui s'attaque à ce problème du mindset et de cette espèce d'indispensable révolution culturelle et morale et mentale, spirituelle même, que nous devons opérer sur notre pays pour que les mesures socio-économiques qui viennent derrière puissent être réalisées de manière avantageuse. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes également regardés en direct sur Facebook. La deuxième partie de cette émission, on ne vous a pas oublié, Simon Métigué. Une fois de plus, bienvenue sur le plateau. Vous avez pris des notes pendant l'échange avec Olivier Billet. C'est vraiment bien de choses à redire en ce qui concerne notre échange. Vous savez, le professeur, c'est d'abord un enseignant. Donc, j'ai eu envie de croire que j'étais dans un cours magistral. Il était dans ces théories. Donc, moi, j'ai bien apprécié. Sauf que les réalités sont un peu différentes. Finalement, on a toujours eu ce problème avec le mot ATP, Alliance pour la transition pacifique. Le Cameroun n'est pas un État failli. C'est qui nous enseignait ça. La transition est faite pour des États faillis, pas pour des pays qui ont des institutions stables, qui fonctionnent normalement, qui est dans le Conseil des Nations. Il me semble qu'un de vos compatriotes soit président de l'Assemblée, la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Donc, on ne peut pas donner ce type de poste à un État failli. Donc, quand je vous ai suivi cela, je me suis dit, bon, comme c'est un enseignant, il va bien nous expliquer. Mais j'ai bien vu qu'il s'est mélangé les pédales parce que, en même temps, il a comparé le Cameroun comme étant un immeuble penché qu'il fallait exploser. Donc, évidemment, on est donc dans une situation où les acteurs politiques se reconnaissent être des démocrates, mais qui sont dans la lutte de recourir à des mécanismes antidémocratiques. Parce que lorsque ORDP, c'est le secrétaire général du comité central, c'est qu'il y a certains acteurs qui ne sont pas sur le terrain et qui croient pouvoir prendre le pouvoir par des mécanismes anticonstitutionnels, antidémocratiques, et qui, de ce fait, ont pour démarche de discréditer les institutions. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé votre thème d'aujourd'hui, le respect des institutions, discréditer les institutions, parce que lorsqu'on discrédite les institutions, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on va donc permettre au peuple de ne plus croire à ces institutions et justement de passer à des mécanismes, de recourir à des mécanismes anticonstitutionnels, dangereuses d'ailleurs, et donc pour revenir à un état de droit, il faudra donc passer par la transition. C'est pour cela que ce mot-là, il ne sied pas au Cameroun. Mais il n'a pas parlé, il n'a pas demandé aux Camerounais de ne pas croire aux institutions. À partir du moment où on parlait déjà de transition dans un pays qui a ses institutions debout, soit vous reconnaissez que vous êtes en marge même de la réalité du pays, soit alors il y a des idées, mais nous en politique on préfère parfois le croire. Sauf que il faut noter une chose. Si bon, M. Gué me permet, je précise simplement, hein, je parle de transition pacifique. Je ne vous ai pas parlé de transition militaire. Vous avez peut-être peur. Il me semble que vous avez peut-être peur que le pouvoir ne soit pris par des logiques armées, mais je vous rassure en vous disant qu'il vaut mieux prévenir vaut mieux que guérir. Vous savez très bien que en République, il y a trois situations qui peuvent s'opérer dans une démocratie. Soit la continuité, soit l'alternance, soit l'alternative. Oh, corrigez-moi si je me trompe. Alors, la continuité, c'est qu'il y a un régime en place, un régime démocratique en place, comme celui du renouveau qui est en place. Et maintenant, au soir d'octobre 2025, le peuple camerounais, souverain maître de son destin, lui, fait confiance à nouveau, il continue. Ou alors, une alternance. Ça veut dire qu'un changement d'homme à la tête d'État, mais avec un même régime, dans un même régime. Ou alors une alternative qui signifie un changement du système. Tout cela passe par la volonté du peuple souverain de mettre son destin dans les urnes. Il n'y a pas de transition dedans.
Juste si Simon Metsengue me permet, puisqu'il m'a interpellé au titre de prof, Oui, j'apporte peut-être une précision, parce que l'alternance n'est pas un changement dans le système. L'alternance est ce mouvement de balancier qui veut que le pouvoir parte du régime, notamment du renouveau, vers une formation politique de l'opposition, mais sans que si vous voulez, le logiciel ne soit fondamentalement, change fondamental. Voilà. Maintenant, l'alternative, c'est un changement de système. Ouais, voilà. Je suis en train de dire que, mais il n'y a pas de transition dedans. Ça veut dire que la transition, c'est pour des États faillis. Des États où il y a eu des coups d'État, où il y a eu de l'insurrection populaire, autres, ainsi de suite. Pour revenir à un État démocratique, on passe par la transition. C'est ce que je voulais relever dans un premier temps. Donc, moi, je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que la plupart des hommes politiques aujourd'hui qui ne sont pas sur le terrain cherchent des voies les plus faciles. Et j'ai très bien compris que ATP est dans cette même logique-là. Parce que quand je l'ai suivi, quand j'ai suivi le professeur dire qu'ils sont en train d'organiser les primaires par voie électronique. Alors, je me suis dit, très bien, ils sont par voie électronique. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez au Cameroun 2/3 de la population sont urbaines. Un tiers sont rurales. Très bien. Le taux de pénétration d'Internet est la voisine de 57%, ou pratiquement de 60%. Okay. Alors, vous voulez faire les primaires avec des électeurs qui sont dans les zones rurales. Moi, mon village est en zone 2. Il n'y a pas Internet là-bas. Comment, moi qui veux choisir, je vais faire comment? En fait, c'est la solution la plus facile. Parce que chez eux, ils sont restés dans le virtuel. Et ils croient que tous les Camerounais sont dans le virtuel. Et de ce fait, ils croient qu'en cela, donc, ils vont faire les primaires dans leur monde, dans le virtuel. C'est vrai, le virtuel, il nous appartient, nous sommes tous dans le virtuel, ce sont des moyens de communication, mais sur le plan électoral. Ce sera donc s'ils arrivaient par extraordinaire à prendre le pays, ils vont oublier certaines personnes. Ils sont dans la logique de la stigmatisation. Mais non. C'est ça dont c'est la question. Si je peux répondre à ça, et donc, je le dis, je dis, ok, très bien. C'est justement parce qu'ils ont choisi la facilité. Or, est-ce que le RDPC, pour faire le renouvellement des organes de base, c'est de village en village, cellule, comité de base, sous-section, section, représentation départementale du comité central pour chaque département jusqu'aux régions. C'est de ça dont il est question. C'est pour ça qu'on parle de rassemblement démocratique du peuple camerounais. Très bien. Et avant de continuer, je voudrais dire placer pour que Simon Metsengue éclairer davantage. Donc je salue, parce que c'est un jeune qui est dans le débat public et qui a l'esprit du débat. Il a l'esprit de l'agora, comme on dit, l'agora grecque. Merci. Ce que je veux dire simplement, c'est que non, Simon Metsengue, vous savez, nous on n'est pas le RDPC. Vous savez que vous vous appuyez sur l'appareil de l'État. En réalité, votre présence dans les différents arrondissements, et vous le savez, aux moindres événements du renouveau, eh bien, ce sont les jeunes fonctionnaires, les moins jeunes fonctionnaires, l'appareil de l'État, et même d'autres, les hommes d'affaires, etc. C'est eux que vous allez trouver dans les différents arrondissements. C'est eux qui descendent sur le terrain, etc., en vertu du système du parti-État que je dénonce depuis des années au Cameroun. Mais prof, laissez-moi terminer. Justement, je voulais juste vous relancer. Sur le parti. Je voulais juste vous relancer parce que, en même temps, vous êtes un homme politique, mais vous êtes également un prof. Parce que vos élèves nous suivent. Ça veut dire que quand vous dites que le RDP c'est un parti-État, parce que moi je voudrais bien connaître ce que c'est qu'un parti-État. Vous en tant que prof, là maintenant j'appelle la casquette de professeur. Non, je vous explique ça. Vous savez, le système du parti-État est un système dans lequel il y a une imbrication presque totale entre l'appareil de l'État et le parti politique qui gouverne, et un parti politique si vous voulez. Dans le cas d'espèce, c'est le parti politique RDPC qui est branché à toutes les institutions de l'État et qui en profite. Pourquoi? Parce que la mécanique
de fonctionnement de notre État, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En réalité, il y a une véritable escroquerie qui s'est passée. Pardonnez-moi ce mot qui est un peu fort. Parce que dans les années 90, lorsque nous sommes passés du monopartisme au multipartisme, en réalité, il y a un certain nombre de réformes qui auraient dû être faites dans le pays. Ce que vous avez fait, je voulais juste une fois de plus. Non, justement en tant que professeur, j'ai besoin de ça, mais j'avais une explication. Pas une explication, j'avais une définition. Vous allez la corriger si c'est le cas, parce que je souhaite bien que vous la corriger. Non, je vous donne, parce que moi je voudrais avoir les explications après pourquoi c'est faux. Elle est fausse de ma définition. Je pense, jusqu'ici je pensais qu'un parti-État, c'est un parti qui est inscrit dans la Constitution. Bon, je me suis dit, le RDP, ce n'est pas inscrit dans la Constitution. Non, et que ce n'est pas ça un parti-État. Un parti-État, ce n'est pas un État. Un parti qui est inscrit dans la Constitution. Pourquoi un parti serait inscrit dans la Constitution? Oui. Non, le parti-État, le fonctionnement du c'est un concept de science politique, un concept consacré. C'est un système tout simple dans lequel le parti... Je prends un exemple même encore plus parlant. Revenons un peu avant les années 90. Le parti républicain est un parti État. C'est ce que je voulais savoir. Parce qu'il me semble qu'on parle de l'administration Bush. Et donc. Revenons avant les années 90. Vous savez que l'UNC. Oui, c'est un parti unique. Le président idiot. Oui, c'est un parti unique. C'est un parti unique. C'est un parti État. Nous sommes d'accord? Oui. Sauf que nous sommes en démocratie. Et donc. À l'époque de l'UNC, vous aviez donc le président de la République qui avait la main sur toutes les structures de l'État. C'est un parti unique. En tant que président, c'est un parti unique. Un autre système. C'est un parti unique. Mais ce que je dis précisément, c'est quoi? Pierre Poignet, c'est qu'en réalité, l'entourloupe, elle se situe précisément dans le passage de 89 à 90. C'est-à-dire en 90, ils ont maintenu le même système qui prévalait dans le système du parti unique en contexte de multipartisme. Je voudrais dire une chose. On peut encore expliquer ça. Juste pour comprendre. Parce que quand il parle du parti unique, le parti unique avait rempli son rôle jusqu'en 82, de 1966 à 82. Et vous le savez très bien. Le président Biya, qui arrive en 82, arrive avec un élan nouveau, la démocratie. Et vous savez très bien, parce que vous êtes... Vous voulez dire la démocrature? Non, la démocratie. Et on en viendra même, on en viendra. La démocratie, parce que à l'UNC déjà, quand l'UNC devait être transformé en juin 1983, il y avait déjà des éléments de démocratie dans le fonctionnement de l'UNC, parce que vous savez qu'en juin 1983, le dernier congrès qui a eu lieu, il n'y avait plus, on ne nommait plus à des postes, mais à chaque poste, il y avait des candidatures, plusieurs candidatures. Et vous vous souvenez qu'en 88, à la section, en 88, lors du renouvellement des organes de base de 1988, à la section Meusam, c'est là où il y a eu un challenge démocratique entre le Premier ministre Achidi Achou, Simon Achidi Achou, et le chairman John Fundi, encore au RDPC. Et justement, le Premier ministre avait gagné aux élections, le chairman John Fundi. En effet, le président de la République amène donc, fait du RDPC un laboratoire de la démocratie avant son ouverture en 1990. Et je suis étonné, parce que quand je vois bien, moi j'ai bien, si je peux, je voudrais pour régler cette question. J'ai bien noté une chose, c'est que le professeur parle de démocrature quand ça l'arrange, parce que je me demande bien si c'est quand vous avez obtenu la mairie de Yabassi en 2013, c'était de la démocratie ou de la démocratie? On vous l'avait donné ou bien vous l'avez mérité? Attendez, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. Comment ça n'enlève rien? Non, la réalité c'est quoi? Simon Metsenguis, là je pose une question. Vraiment, je fais un peu le questionneur. Comment dire ça? Je vous le conseille. Lorsque vous prenez par exemple des démocraties avancées à travers le monde, pour vous, la relation entre les partis, c'est-à-dire les partis qui sont au pouvoir
et l'administration. Vous savez comment ces relations-là se passent dans les démocraties? Comme au Royaume-Uni de Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, etc., ou aux États-Unis. Vous savez comment? Quelles sont les relations entre le parti qui dirige et l'administration? Sans comment? Non, je vous pose la question. Est-ce que vous avez une idée? Non, parce qu'il ne faut pas qu'on se perde en conjecture. Non, je vous demande si vous avez une idée. Il ne faut pas qu'on se perde en conjecture. Quand le peuple souverain vous donne mandat de diriger son destin pendant un moment, il vous donne les leviers du pouvoir et vous vous rendez compte. C'est ça dont il est question. Non, écoutez, et donc vous ne pouvez pas, non, parce que la vérité soit que c'est pas que je ne voulais pas que ce soit un débat d'amphi. Non, c'est que ce soit un débat. Bien sûr, c'est un débat pratique. Non, parce que la vérité, ce que vous voulez faire, parce que vous sentez mal à l'aise. Non, très mal à l'aise. Non. Peut-être que vous ne savez même pas. Parce qu'il y a une... Moi, je comprends que... Je vous explique. J'explique à mon petit frère. Je voudrais dire ceci. Comment ça se passe dans les démocraties sérieuses. Non. Et dans les démocraties... La démocratie camerounaise, elle est sérieuse. Est-ce que la démocratie camerounaise, elle n'est pas sérieuse? Non, la démocratie camerounaise, elle est sérieuse. Moi, je ne veux pas poser une question. En réalité, au Cameroun, c'est sans injure. Vous savez, les hommes politiques... En sincérité. Les hommes politiques du pouvoir, les hommes politiques d'opposition sont de mauvais perdants. Est-ce que Simon Metsenga peut dès qu'ils sont désavoués par le peuple, ce qu'ils font, c'est de jeter l'anathème sur les institutions. Ils se disent qu'ils le sont parce qu'en réalité, ils ne le sont pas, parce qu'en réalité, il y a eu des micmacs. Mais vous venez vous-même de voir que voici ce que le professeur Billet dit vouloir faire. Ils disent vouloir organiser les élections, les primaires, en mettant de côté pratiquement la moitié des Camerounais. Et ils vous disent... C'était notre sujet. Non. Sur lequel je répondrai. Je voudrais mettre au moins de... Oui, parce que... Là, je voulais finir, parce que la vérité, il a beaucoup dit. Il a beaucoup dit, et il fallait que j'ai fini avec le côté politique. Je voulais aller sur le côté... Sur le parti État, pour vous dire que il est impératif, et nous allons démanteler le système du parti État. Je vous assure, ce démantèlement va avoir lieu. Entendez bien ceci. Dans les démocraties sérieuses, voici comment se passent les rapports de l'administration avec le parti qui gouverne. Il n'y a aucun rapport, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de collaboration entre le parti au pouvoir et les acteurs de l'administration. Il n'y a pas. Vous savez pourquoi il n'y en a pas? Je vous explique. Attendez, soyez patient. Lorsque dans ces pays, vous devenez fonctionnaire, donc acteur de l'administration, agent public, n'est-ce pas? Vous signez une note, un engagement de distance, un engagement de neutralité. Vous qui êtes un acteur administratif, l'acteur administratif ne doit pas, Pierre-Bernard Coignet, il ne doit pas pactiser, il ne doit pas travailler avec l'acteur politique. Vous avez collaboration politique. Vous avez le sentiment qu'au Cameroun... Mais au Cameroun, il y a que permettez-moi de finir là-dessus, secrétaire général du ministère, directeur d'administration centrale, sous-directeur, chef de service, etc. Etc. Fonctionnaire même simple, ordinaire. Je pose une question. Simplement parce que, vous savez, par la logique du poste, de la nomination, ils ont fini par caporaliser et à mettre en prison tous les acteurs de l'appareil administratif. Or, il y a une réforme indispensable qu'il faut faire au Cameroun. Et c'est une de ces réformes qui justifie le fait qu'il doit y avoir une transition dans ce pays. Les gens sont en prison dans votre système. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne peuvent même pas prendre des distances par rapport au parti RDPC. Et donc, nous allons mettre en œuvre ces réformes qui font en sorte que... Je vais dire ceci. Je ne comprends pas cet élément même à la lettre. Non, bien le contraire. Je vous dis, parce que j'ai l'impression que là, je suis en train de dire que ça ne va pas vous enlever. Non, qui va vous enlever tout le... Non, c'est ce que vous dites. C'est que vous dites, permettez qu'ils prennent la parole. Est-ce que au moins au courant de ce que je dis là est une réalité? Non, ce n'est dans aucune démocratie, ce n'est possible. Parce que, ce que vous dites... Je vous ai posé la question au départ. Permettez-moi. Et vous avez montré... Permettez-moi. Confesser son ignorance. Non, pas mauvais. Professeur, vous dirigez maintenant un directeur de conscience autoproclamé. Je voudrais dire ceci. Le professeur nous dit que
quand on devient fonctionnaire dans un pays, hein, Sérieux? ou dans un pays sérieux, je mets pays sérieux entre guillemets, Voilà. on se dépouille de ses aspirations politiques. C'est ce qu'il dit. Or, les lois, qu'est-ce qui fait une démocratie? C'est les libertés. Les libertés. mais Oui. Non, écoutez, écoutez. Voici les libertés d'association. Il nous dit que dès que vous devenez un administrateur, vous n'avez plus droit à appartenir à une association politique. C'est ce qu'il dit. Et de deux, lorsque le peuple souverain donne quitus à un appareil politique à la tête duquel se trouve un dirigeant, ce dirigeant ne peut pas utiliser la ressource humaine de son parti pour l'État. C'est ce qu'il nous dit. Mais c'est irréaliste, ça n'existe dans aucun pays. Et je comprends très bien que vous êtes au ciel, parce que j'ai bien entendu que vous étiez un foyiste, donc ça veut dire que nous sommes peut-être déjà chez Jésus, mais non, nous sommes sur terre, prof. Ce que je voulais dire, c'est quoi, c'est que, pour finir, ce que je voulais dire, c'est quoi, c'est que, à la fin de le prof a dit ici il a parlé il a dit que, en fait, c'est un pays à terre. Il a dit que quand on était à terre, mais lui c'est un professeur et il oublie une chose. Voici un pays que notre professeur dit être en banqueroute. C'est un pays, qui a un PIB de 50 milliards de dollars US pour 30 millions d'habitants, avec un revenu par habitant de 1743 dollars. Vous voyez, ça veut dire qu'en un an, vous avez pratiquement 1,6 million, 1,7 million. C'est un pays qui a une espérance de vie de 63 ans. Oh, chiffre faux. Non. Chiffre faux. Non. Les hommes, 61 ans. Chiffre est faux. Les femmes, 63 ans. Ça ne se peut même pas. L'espérance de vie au Cameroun n'excède pas 55 ans. Non, ça veut dire que... Elle n'excède pas 55 ans. Il faut aller dans les morgues du Cameroun tous les week-ends pour voir ça. Pour essayer de tromper la galerie. Vraiment, je vois que vous n'êtes pas 60. Je vois que vous êtes démobilisé. Je vois maintenant que vous êtes démobilisé. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il est question. Et voici les hommes politiques qui viennent ici. Non, j'assume ce que je dis. Et en plus, je suis journaliste. Ces chiffres-ci sont les chiffres de l'INS et de la Banque mondiale. Vous savez ce que l'INS dit sur les chiffres? Écoutez, non, j'ai dit ces chiffres. J'ai dit que ce sont ces chiffres. C'est pas l'INS. Très bien, vous allez nous apporter les éléments de tout. Mais je vous dis une chose. C'est quoi? C'est que, voici donc, parce que c'est là où, c'est pour ça qu'il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise parce que justement, il a présenté un visage hideux et certainement caricatural. Je comprends que ça vous est éliminé. Oui. Mais il faut restituer certaines choses. Voici un pays qui a donc cela, qui a un taux d'alphabétisation des personnes de plus de 15 ans de 78%. 14e économie d'Afrique. Waouh. Oui, vous devez connaître votre pays. 14e économie. Un pays qui ne sous-traite pas sa défense. N'est-ce pas? Et donc, vous savez, vous savez que sur le... on va évoluer. Sur l'emploi. Et maintenant, il a dit qu'il y a un taux de chômage de 3,6%. Oh là là. Parce que, oui, bien sûr, parce que voilà, vous voyez, c'est justement ça le problème, c'est que on est dans une situation où des enseignants disent la vérité aux amphis, mais dès qu'ils sont en politique, ils dénaturent tout. Parce que si le pauvre était à l'amphi, certainement, 90% de chômage réel. Certainement non. 90%. Donc, en réalité, moi je disais que, moi j'aurais donné, en 30 secondes, je donnerais une astuce. Parce que je suis venu, parce que c'est aussi un inné, je donnerais une astuce. C'est qu'en réalité, il faut qu'il laisse les voies les plus faciles. Si vous voulez faire les primaires. Vous voyez que je vous laisse parler. Si vous voulez faire les primaires, vous me laissez pas parler. Allez à Doumé. Vous savez qu'à Doumé, vous avez eu pratiquement 1,1% aux élections de 2020. Donc allez à Doumé, allez là-bas faire les primaires
et laissez les autres aller faire. Et maintenant, quand vous allez consolider cela, vous verrez très bien que votre réel poids politique. Un peu de hauteur. C'est ça notre question. D'accord. Moi, j'ai été très fier de On est pratiquement discuter avec les nez. à la fin de l'émission, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci. Merci de nous avoir regardés dans le cadre de cette première sortie tribune présidentielle. Merci d'être venu. Le dernier mot peut-être pour l'inviter. En quelques secondes seulement. Non, le dernier mot c'est que j'ai eu du plaisir à échanger avec Simon, même si évidemment il a été déstabilisé à plusieurs occasions et que cela l'a poussé à donner des indicateurs statistiques un peu, on va dire plutôt erronés. Mais bon, je suis convaincu que pendant la campagne, si campagne il y a, parce que j'ai bien vu qu'il a également peur de ce qui peut arriver demain. Mais moi, je lui ai dit simplement que nous venons là avec le projet de transition pacifique. Merci. Maintenant, si d'autres choses se passent, considérez que ce ne sera pas de mon fait. Merci. Merci encore, Simon, d'être venu, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir regardés. Restez fidèles au programme de Cam10 Télévision. Le programme continue. Merci. À très bientôt. Bonsoir.